Ségolène Neuville, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Cyprien pour une manifestation un peu particulière. Oui, c'est pour une démonstration, effectivement, une initiation de handi-golf. Donc pour toutes les personnes handicapées qui souhaitent se mettre au golf. Donc avant d'arriver, vous ne saviez pas jouer au golf. Et là, en plus, vous avez testé avec quelque chose d'un peu particulier. Alors, je dois dire qu'en repartant, je ne sais pas plus jouer au golf, tout de même. Et effectivement, j'ai fait une expérience particulière puisque j'ai essayé le fauteuil qui permet de se mettre en position debout quand on n'a pas l'usage de ses jambes. Et donc, on est maintenu par une sorte de ceinture qui vous tient les genoux pour pouvoir se mettre en position debout pour jouer au golf. C'est très impressionnant et je pense que c'est vraiment une expérience intéressante. Oui, ça a l'air. Puis bon, c'est vrai que, en plus, le golf, c'est pas une activité facile. Et là. Alors, ce qui me plaît, bon, déjà, tous les handisports me plaisent parce que globalement, c'est quand même une façon pour beaucoup de personnes à la fois de prendre du plaisir, de se reconstruire parfois après un accident. Enfin, c'est vraiment quelque chose de positif. Mais c'est vrai que avec le handi-golf, on bouscule les stéréotypes en fait. Parce que c'est vrai que le golf, souvent, on voit finalement des personnes qui sont forcément favorisées par la vie. Et du coup, c'est vrai que c'est une façon de bousculer ses préjugés. Alors nous, on les a suivis ce matin et c'est vrai que c'est très impressionnant. Alors déjà, un golfeur qui sait jouer au golf, pour moi, c'est très impressionnant. Mais en plus, avec un handicap, c'est encore plus fabuleux. Et je discutais avec un des moniteurs qui m'a dit qu'il y avait des joueurs de golf aveugles. Et alors là, moi, je voudrais voir ça parce que ça me scotche. Oui, mais vous savez, les personnes aveugles sont capables de faire des choses extraordinaires. Le golf, c'est tellement technique. C'est très technique, mais de la même façon que je ne pensais pas qu'on pouvait jouer au golf aussi avec l'usage d'un seul bras, ce qu'on a vu tout à l'heure comme démonstration. Et en fait, il y a des mécanismes de compensation qui se mettent en place. Parfois, il y a des appareillages qui permettent, mais je crois que c'est aussi l'humain qui permet des mécanismes de compensation. Et tous vous disent que maintenant, c'est devenu une passion pour eux. Et cette association, handi-golf, il y a à peu près 200 adhérents en France. Et tous sont unanimes pour dire que c'est devenu vraiment une passion dans leur vie. Et ça, c'est bien. Alors après, nous avons eu une démonstration particulière. Donc les handi-chiens. Donc ces handi-chiens qui ne sont pas pour les personnes qui ont perdu la vue, mais pour des personnes handicapées. Là aussi, il y a quand même quelque chose de magique quand on les voit travailler. Oui, tout à fait. Les chiens d'assistance, c'est vrai que c'est moins connu que les chiens guides d'aveugles. Et pourtant, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, à la fois pour les personnes en fauteuil, comme on a vu, mais aussi pour d'autres types de handicap, comme on nous a dit, c'est-à-dire par exemple les enfants qui ont des troubles du spectre autistique. Et c'est vrai que c'est à la fois un compagnon pour la personne, comme pour toute personne d'ailleurs, et en même temps, c'est une aide irremplaçable qui permet à la personne d'être autonome. En fait, l'objectif, c'est quoi quand on a un handicap? Bien souvent, c'est l'environnement qui vous aggrave le handicap, et le chien d'assistance vous permet de compenser une partie du handicap pour être autonome vis-à-vis des autres personnes. Et ça, c'est extrêmement important. Je vais profiter de cette interview pour dire que Handi-Chien est une association qui a aussi besoin de dons. Donc si vous nous écoutez, ils font un boulot fabuleux et ils ont besoin d'argent. Donc allez voir ce qu'ils font. Et je pense qu'ils ont aussi peut-être besoin de familles d'accueil, peut-être. Donc on vous expliquera tout ça après avec la présidente. Je vais terminer cette interview par parler d'un autre dossier. Je rebondis donc sur les chiens pour les enfants atteints d'autisme. Donc ce dossier d'autisme, c'est un dossier qui vous touche. Ah oui, avec le 3e plan autisme. Voilà. Et j'ai fait un certain nombre d'annonces il y a maintenant une semaine ou une dizaine de jours pour relancer le 3e plan autisme parce que je tiens beaucoup, d'une part, à ce que l'ensemble des mesures soient mises en place, mais surtout, je tiens beaucoup à ce que les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2012 soient respectées. Et donc, j'ai annoncé une série de mesures pour finalement booster la formation, à la fois pour les travailleurs sociaux, pour tous les personnels paramédicaux, et puis aussi pour qu'il y ait des inspections dans les établissements sanitaires et qu'il y ait des labels pour les établissements médico-sociaux, en fait, pour que les bonnes pratiques se diffusent partout. C'est vrai que c'est un handicap qui reste quand même lourd et qui reste quand même tabou, l'autisme, quelque part encore. Enfin, c'est ce qu'on ressent quand on parle aux familles. Il y a une espèce de rejet de l'enfant autiste. Je ne sais pas si c'est tabou. Ce qui est sûr, c'est que le handicap mental en général, effectivement, est mal connu.
Et les troubles du spectre autistique sont très mal connus parce que parfois ils sont associés avec une déficience mentale et puis parfois pas du tout. Donc il y a une grande diversité. Et en fait, il y a eu énormément de recherches qui ont été faites depuis une dizaine d'années. Maintenant, on a trouvé certains gènes qui sont liés à ce handicap. On a trouvé aussi certains médicaments pendant la grossesse qui peuvent être responsables de troubles du spectre autistique chez l'enfant. Et donc ça progresse vitesse grand V. Et moi, je crois que maintenant, l'essentiel, c'est qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de recherches sur ce sujet-là, à la fois sur les causes, mais aussi sur les méthodes d'accompagnement. Et la France se doit d'être moteur sur ce sujet-là. Et là, ça bouge bien. Oui, ça bouge bien. Surtout, il faut savoir qu'il y a un enfant sur 100 qui naît autiste en France. Donc ça bouge et merci. Merci à vous. À bientôt. Merci.